Madame, Monsieur, bonsoir. Industrie de défense made in Maroc, c'est notre sujet ce soir avec l'ouverture lundi dans la banlieue parisienne du Salon international de défense et de sécurité terrestre. Alors, pour contextualiser, le 1er juin dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé un conseil des ministres. Figurait à l'ordre du jour l'adoption de 4 décrets relatifs au domaine militaire, parmi lesquels celui portant création de 2 zones d'accélération industrielle de défense, sur les pas des écosystèmes automobiles et aéronautiques vigoureusement établis au Maroc. Ces plateformes pourront accueillir les constructeurs de chars et d'avions de chasse, comme les fabricants d'armes, de munitions ou de pièces de rechange. D'ailleurs, le Maroc a déjà signé un accord militaire avec le géant américain Lockheed Martin pour la construction d'une unité industrielle dédiée aux opérations de maintenance, de réparation et de mise à niveau des avions de chasse des forces armées royales. Ce coup d'accélération royale est également une aubaine pour les industriels marocains, notamment dans le secteur de la sidérurgie. Le décret adopté le 1er juin au Conseil des ministres s'inscrit dans le cadre de la loi 10-20 relative à l'industrie de la défense, loi publiée, rappelons-le, en août 2020. La souveraineté prend des formes diverses, toutes d'ailleurs d'actualité, comme l'a rappelé le souverain en 2021, je cite: la crise pandémique a révélé le retour en force du thème de la souveraineté, qu'elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre. Sa préservation est devenue l'enjeu d'une véritable compétition qui suscite des réactions fébriles chez certains. Fin de la citation royale et début du débat ce soir en compagnie de nos invités distingués. D'abord, un plaisir de l'accueillir à nouveau sur le plateau de questions d'actu, l'expert en sécurité et en stratégie, le colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir, madame. Marhaba. Merci pour l'invitation. Avec nous ici le politologue et professeur de droit à l'Université Mohammed V de Rabat, professeur Mostafa Sahmi. Bonsoir. Bonsoir. Et se joint à nous depuis le Collège de défense à Abu Dhabi, Dr Mohamed Badil Yatioui. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Et la première vous est destinée justement. Professeur Yatioui, avec une 60aine de conflits armés en cours dans le monde, eh bien, cette insécurité nourrit aussi les appétits pour le secteur militaire. Et d'ailleurs, ce salon Eurosatory réservé aux professionnels qui se tient en ce moment même en France, à Paris, connaît une affluence record avec plus de 2000 exposants, 270 délégations officielles. Professeur Yatioui, l'industrie de l'armement ne connaît visiblement pas la crise. Non, le secteur de l'armement ne connaît pas la crise puisqu'on est dans un monde de plus en plus fragmenté. On voit qu'on est passé d'une phase de mondialisation heureuse, comme aimaient à le dire certains intellectuels il y a 30 ans, à une phase de mondialisation complètement fragmentée. On a connu une succession de crises, la crise financière de 2008, le Covid, maintenant le conflit russo-ukrainien et tout un tas d'autres sujets de tension et de conflits et de crises. Donc on voit que c'est un monde qui va de crise en crise et il y a un besoin pour un certain nombre d'États de se protéger, notamment en s'armant. Et donc le secteur de l'industrie de l'armement, le secteur de l'armement est un secteur qui, lui, ne subit pas de crise, on peut le dire de cette manière-là, mais c'est un club qui est fermé. Et le club Eurosatory le démontre bien, car il y a beaucoup de pays qui y vont, qui sont intéressés, qui souhaitent acheter, mais le nombre de pays, même s'il tend à augmenter, de pays producteurs d'armement, est un club qui reste malgré tout fermé. Et le Maroc a une place, on va en discuter durant cette émission, il y a un rôle à jouer, une place particulière à obtenir. Donc, on voit que c'est quelque chose d'ancien, Eurosatory. La première édition date de 1967. À l'époque, c'était vraiment les Français qui organisaient ça seuls. C'était la Direction générale de l'armement du ministère de la Défense français qui organisait ça. Et puis, petit à petit, en 92, c'est devenu européen et depuis international. Mais on voit que ça intéresse un certain nombre de pays et il y a de nouveaux acteurs qui, plusieurs parties du monde, sont devenus des acteurs qui tendent à devenir des acteurs majeurs, même si des superpuissances comme les États-Unis, notamment la Russie ou la Chine, et la France qui a un rôle particulier dans le secteur de l'armement, continuent de dominer. Mais on va voir que le Maroc a vraiment
une carte à jouer, une carte très importante à la fois pour le royaume, mais aussi pour son influence et son prestige et sa puissance en Afrique. En parlant de cartes, colonel Saoud, si on allait un peu plus dans le détail, si on zoomait davantage sur la cartographie de l'armement dans le monde, cela a été cité par Mohamed Badiliati. Oui, il y a les nouveaux acteurs, on va en parler aussi, mais il y a aussi les classiques, les historiques, et en tête, sans surprise, les États-Unis d'Amérique. Absolument. En 2023, le marché de l'armement, le marché de la défense n'a jamais connu une augmentation aussi vertigineuse depuis 2009. Oui. Nous sommes valeurs aujourd'hui, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, sur 2443 milliards de dollars. Et c'est une augmentation de 6% par rapport à l'année d'avant. En une année, ce marché a gagné 6%. 6%. Ça se comprend avec la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, l'instabilité, la situation dans l'Indo-Pacifique, la situation au Moyen-Orient, l'Afrique, évidemment, la conflictualité. Mais je pense que les grands dépensiers militaires sont évidemment les mêmes, à la tête desquels se trouvent les États-Unis, la première puissance mondiale. Avec 2023, c'est 900 milliards de dollars, suivi de la Chine avec quelque chose comme 296 milliards, la Russie 6 milliards, l'Inde 83 milliards, le Japon, l'Arabie saoudite, et nous avons le pays voisin qui est dans le top 10. Vous n'avez pas parlé de la France. La France ne dépense pas autant, mais exporte beaucoup plus. Justement, j'allais l'interpeller dessus. J'allais l'interpeller dessus, justement. Là, c'est pour les dépenses militaires par pays. Donc, on a les États-Unis, la Chine, ça se comprend. Absolument. Les deux rivaux. La Russie, Inde. Oui. Russie, Inde, évidemment, vous avez le Japon, vous avez le pays voisin qui est quand même à 18 milliards et demi de dollars. Ce qui frôle, 18 milliards de dollars pour les dépenses en armement pour l'Algérie. Pour l'Algérie, avec une rallonge qui va jusqu'à 23 milliards qu'on ne dit pas. Très bien. C'est ce qu'on appelle, comme on dit, l'obésité dans le langage stratégique par rapport à une population de 40 millions d'habitants. Et surtout un pays qui n'est pas censé être en guerre. Quoi. Absolument. Sur le plan des exportateurs, nous avons presque le même, les États-Unis. La France vient en deuxième lieu. Et la Chine, la Russie également, l'Angleterre, la France. Et vous voyez là, les 5 membres permanents qui sont membres permanents du Conseil de paix et de sécurité sont les plus grands marchands d'armes. Conseil de paix et de sécurité. On a tendance à oublier le P dans le Conseil de sécurité. Et vous voyez cette schizophrénie, entre guillemets, et cette situation. Donc nous voilà avec ceux qui sont en train d'œuvrer pour la paix, qui, en même temps, sont les grands marchands d'armes. Et il y a évidemment les États-Unis qui sont dans les exportations à 42%, c'est presque la moitié. Qui est passé de 34 à 42% de 2014 à 2023. Absolument. Ils sont passés de 34 à 42%. Et cette augmentation, madame, une augmentation de part de marché qui est considérable. Concerne tous les continents. Vous voyez par exemple Taïwan, Taïwan, il est à 16 milliards de dollars pour un petit pays comme ça. Ça se comprend naturellement parce qu'il y a une menace, il y a tout ça. Donc c'est un marché florissant. Et pour terminer, les projections disent qu'il y aura une augmentation pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour l'année 2024. Voilà à peu près... Il y a une augmentation, il y a de nouveaux acteurs, colonel Saoud, pour qu'on puisse terminer cette cartographie. Il y a les nouveaux acteurs, notamment la Turquie, la Corée du Sud, l'Égypte. La Turquie est un grand exportateur parce qu'il a fait 30 ans pour construire son industrie de défense. C'est pour vous dire que le projet est un projet de long terme et qui nécessite des conditions qu'on verra tout à l'heure,
Comme exportateur, vous avez même la Malaisie, vous avez des petits pays qui sont devenus des exportateurs, mais la grande dimension, ce sont les pays les plus puissants. L'Inde est importateur et exportateur, et donc il y a cette ambivalence, mais nous restons dans les mêmes classements de mon point de vue. 12e, en parlant de classement, 12e la Turquie selon Le Monde en 2022, 12e exportateur d'armes dans le monde. Vous avez parlé justement de cette conjoncture internationale. Est-ce que le commerce des armes classiques reste l'otage des relations internationales en termes de réglementation? C'est toujours le flou total. Professeur Sahibi, vous, en tant que juriste. Vous avez raison de le relever, que, évidemment, la codification du commerce des armes reste encore sujette à caution. Je voudrais revenir auparavant, si vous le permettez, sur la place de l'armement dans la politique internationale. Il faut d'abord préciser que c'est un marché économique. Il y a des enjeux économiques qui sont importants. Il faut le rappeler. D'abord, oui, c'est d'abord 2443 milliards de dollars, c'est quand même d'abord économique. C'est un secteur qui se porte bien, qui est appelé encore à se porter mieux à l'avenir. Toutes les projections tiennent à ça. Pourquoi cette situation-là? Parce qu'il y a, me semble-t-il, depuis peut-être une décennie, une militarisation de la vie internationale. Je crois que c'est le phénomène le plus intéressant et le plus préoccupant, c'est ça, cette militarisation. En pensée, après la chute du mur de Berlin, qu'on allait connaître une phase de paix, de relations internationales relativement apaisées, avec l'effondrement du bloc soviétique. Ce n'est pas le cas, Il y a une dynamique partout plurielle. Vous avez parlé de cartes dans tous les continents, une dynamique de militarisation. Autre élément que je voudrais relever, c'est un facteur d'influence. Les pays, les exportateurs d'armes ont entre leurs mains, dans le spectre de leur diplomatie, un élément important. Parce que le fait de vendre des armes vous donne des moyens de pression, en tout cas d'influence sur les pays acheteurs. Le salon russe. Bien sûr, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, pas maintenant, pour ce qui est de la codification internationale, c'est une grande hypocrisie et tout le monde s'en accommode. Si vous prenez les instruments internationaux, ils disent évidemment interdiction de trafic d'armes, interdiction de vente d'armes à des fins offensives, et donc tous les marchés parallèles qu'il y a. Or, ce n'est pas le cas. Nous connaissons un certain nombre de situations où il y a des armes prétendument défensives qui ont été vendues à un certain nombre de pays qui, avec la connivence des pays vendeurs, évidemment, qui regardaient ailleurs, se sont transformés en armes offensives. Enfin, un dernier point, c'est le fait que la militarisation nourrit l'insécurité. Et vice-versa, en fait, c'est un cercle vicieux ou vertueux, parce qu'il y a plus d'insécurité. Donc on s'arme davantage, donc il y a plus de guerre. Vous avez bien vu où je voulais en venir, c'est que la militarisation des économies et des budgets d'un certain nombre de pays dans tous les continents pose le problème de ce qu'on appelle en théorie internationale, le dilemme de la sécurité. C'est-à-dire, vous vous armez pour assurer la sécurité de votre pays. En même temps, ce processus-là nourrit chez les autres, frontaliers ou autres, etc., un sentiment d'insécurité. Et donc, il y a là ce que vous avez relevé, il y a une dialectique de la militarisation, de la sécurité, qui nourrit en même temps l'insécurité chez les autres, qui les pousse à accélérer leur politique d'armement. Si bien qu'il y a des conventions internationales qui ne sont pas respectées. Est-ce qu'elles ont été respectées? Donc nous en sommes là, et c'est l'un des échecs de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est-à-dire, elle est arrivée à codifier formellement un certain nombre de réglementations pour ce qui est des armes, de la vente, le commerce illicite, etc. Mais l'effectivité, évidemment, de ces normes-là reste tout à fait aléatoire. Alors, ce qui n'est pas aléatoire et très codifié, c'est cette loi, parce que là, on a planté le décor, on sait ce que c'est industrie, ce qu'elle pèse, qui sont les big players.
Place à présent au cas Maroc, la pierre angulaire de l'industrie de défense marocaine, c'est cette loi 10-20, c'est ce cadre juridique qui a été instauré donc depuis 2020. Parlez-nous davantage de cette loi. Professeur Sahimi, et ce n'est pas la première, c'est une loi qui vient... Oui, il y avait d'anciens textes législatifs qui datent des années 70, 80, etc., mais qui avaient besoin évidemment d'être toilettés, actualisés et mis à jour. Je dois dire sur cette question militaire pour ce qui est du royaume que c'est un long processus de maturation qui s'est fait au niveau des forces armées royales et au niveau de la vision royale. La vision royale, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de dresser l'état des lieux. L'état des lieux, c'est quoi? C'est l'état des lieux de l'équipement des phares, la modernisation, les ressources humaines, et donc la nécessité de moderniser les forces armées royales. Et c'est sur ce plan-là, c'est un soin particulier qui a été apporté par le souverain à ce dossier-là. C'est un dossier qui n'est pas médiatique. C'est un dossier qui est traité là où il doit être traité, évidemment, dans la confidentialité. Mais nous avons, nous, observateurs, ce texte fondamental, vous avez fait référence à la loi 10-20, donc de 2020. C'est un texte important parce qu'il y a un cadre normatif. Pourquoi? C'est un cadre juridique qui s'attelle donc à examiner un certain nombre d'aspects pour ce qui est de la politique de défense du royaume, par exemple, le fait de préciser les réglementations, les autorisations d'exportation, l'octroi d'autorisations spécifiques, la définition on pourra y revenir si on a le temps, la définition des types d'équipements produits localement, les formes de coopération avec les opérateurs industriels. Plus encore, la volonté royale de promouvoir une nouvelle politique de défense dans le sens de la modernisation, de l'efficacité, se traduit aussi par le fait que l'investissement dans le secteur de la défense est désormais éligible à quoi? La charte d'investissement qui est entrée en vigueur il y a 2 ans. Et c'est extrêmement important parce que ça permet à des opérateurs locaux ou nationaux d'être éligibles aux avantages de la charte de l'investissement, par exemple. Donc, ça permet à l'État régalien d'avoir une politique de régulation, de contrôle des opérateurs par des commissions spécialisées. Ça permet d'évaluer la viabilité des projets qui sont présentés. Ça permet également de voir si les projets d'équipement militaire dans le cadre de l'industrie de la défense à laquelle vous avez fait référence sont conformes aux normes de sécurité nationale. Donc, autant de paramètres à prendre en considération. Il y a donc des textes qui ont été adoptés à ce sujet. Il y a une commission nationale, évidemment, qui est chargée de cela, etc. Pour l'instant, donc, elle va être mise sur pied suite à la réunion du Conseil des ministres du 1er juin et à la décision royale donc, qui a conduit à ça, avec le décret qui a été adopté à ce comment sujet. Cela, on va y revenir. Oui, comment cela, colonel Saoud, accélère-t-il le processus de mise en œuvre finalement concrète de cette loi 10-20 ? C'est l'opérationnalisation, si vous voulez, qui est importante. Exact. Et cette commission dont a parlé mon collègue, la Commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions. Voilà comment elle s'appelle. C'est elle qui est chargée d'opérationnaliser tout cet arsenal juridique. Maintenant, il faut quand même signaler que ce n'est pas une installation ex nihilo. Le Maroc, depuis 1960, il a une cartoucherie à Fès qui a fonctionné pendant longtemps. On fabrique des balles. Des balles, des armes de chasse et des cartouches, même des cartouches de guerre. Et donc, il y a un savoir-faire qui est évidemment installé. Et là, c'est tout un écosystème qu'il faut arranger. Il faut d'abord, est-ce qu'il y a des partenariats? Il y en a. Il y en a déjà qui sont déjà signés. J'en ai évoqué un dans mon introduction qui est plus relatif à la maintenance du matériel déjà existant. Oui. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi la fabrication de nouveaux matériels de défense. C'est là où
les forces armées royales sont déjà à un échelon, à un quatrième et même plus, dans ce qui s'appelle la réparation, aussi bien aéronautique que dans les matériels blindés, l'artillerie, etc. Il y a eu, évidemment, dans le cadre des partenariats avec les pays amis, ce qui s'appelle le transfert de technologie, ce qui s'appelle les clauses liées à la formation des personnels dédiés, etc. Donc, ça marche déjà. On est à un stade quand même très avancé. Maintenant, il y a deux zones à créer. Oui. Et ces zones, c'est important. Dans cette géographisation de ces zones, la proximité des ports, les accès routiers, les accès ferroviaires, la proximité évidemment de ces zones-là. Et il y a certainement des clusters à créer. Pas dans le sens cluster du Covid-19, des clusters industriels spécialisés très importants. Et il faut des ressources humaines. Nous allons y venir, mais quand vous dites, c'est très intéressant, quand on est engagé dans cette industrie de défense, il y a bien sûr l'autosuffisance, qui est très importante, je parlais de souveraineté tout à l'heure, mais il y a aussi cet élément très stratégique, notamment quand on parle de géopolitique, de géostratégie, c'est l'autonomie logistico-opérationnelle. Oui, c'est ça, c'est de ce point-là où découle l'importance du choix de l'emplacement de ces zones industrielles. Tout à fait. Le lieu d'implantation est d'une importance capitale parce qu'il y a un problème de coût. Plus vous réduisez le coût, plus vous allez vite. Et puis, il y a un problème aussi de recherche de ce qu'on appelle les pôles d'excellence parce que l'industrie de défense maintenant est diversifiée. Et aucun pays ne possède la totalité des composants concernant les armes. Regardez ce que fait Taïwan et ce que crée Taïwan par rapport à la Russie, par exemple, ce qui concerne les composants électroniques. Les microchips. C'est ça le matériel de défense est devenu de plus en plus sophistiqué, de plus en plus complexe. Et c'est tout cet écosystème qu'il faut organiser. Et évidemment, rechercher les ressources humaines compétentes dans le cadre des partenariats et privilégier le transfert de technologie parce que là, c'est une clause très importante. C'est possible le transfert de technologie quand on parle de sujets aussi sensibles et qui pourraient même créer une certaine fébrilité dans le partenariat quand on parle de transfert de technologie, de technologie de défense, de technologie d'armement. Les forces royales air le font déjà. Ils construisent des pièces concernant les avions de chasse et les avions C-130 et tout ça. Au-delà de la réparation, de la maintenance et tout ça, il y a un usinage de certaines pièces détachées qui sont importantes. Nous sommes très en avance. Ces zones de défense ne sont que la continuité de la stratégie royale concernant d'abord l'autosuffisance. Et réduire la dépendance dans l'importation, parce que c'est très important. Il y a du moyen terme, il y a du long terme, etc. Là, on doit s'autosuffire. Nous sommes en train de créer toute une production intrinsèque. Maintenant, il faut prioriser les secteurs. Je pense que compte tenu des stocks mondiaux, à cause des guerres qu'il y a, vous voyez comment l'Europe se débat pour avoir des munitions. Et donc, moi, de mon point de vue, le volet munitions doit être priorisé pour le moment. Très bien. On va peut-être poser la même question, Mohamed Badili Yatioui, à nous parler peut-être de... Quand on parle du Maroc dans la chaîne de valeur de l'aéronautique, ou encore de l'automobile aujourd'hui, c'est un acteur clé, c'est un maillon indéniable de cette chaîne de valeur, de ces deux secteurs mondiaux. Quelle est sa place dans cette chaîne de valeur de l'industrie de la défense, Mohamed Badili Yatioui? Alors, dans l'industrie de la défense, le Maroc, justement, a ce que je disais tout à l'heure dans ma première intervention, et je coïncide tout à fait avec le colonel Saoud,
le Maroc a une place à gagner et un rôle stratégique à jouer, à la fois comme étant, par exemple, avec les États-Unis d'Amérique, un partenaire clé en Afrique et dans le monde arabe, d'un point de vue diplomatique et sécuritaire. Donc, une industrie de défense à laquelle les Américains risquent de participer via des investissements ou des partenariats peuvent permettre au Maroc d'augmenter quelque part sa capacité à être une puissance régionale. Il y a d'autres types de partenaires, on pense notamment aux Brésiliens. Les Brésiliens, eux, sont plutôt ouverts, contrairement à d'autres pays, notamment européens, à transférer de la technologie. Et le Brésil a démontré un savoir-faire. Le Brésil, c'est un pays qui a 500 entreprises de différentes tailles qui produisent différents types d'armements. Et le Brésil pourrait permettre au Maroc à la fois de recevoir des investissements, mais aussi transfert de technologie. Donc, le Maroc a, si vous voulez, un rôle à. Le Maroc doit se créer son propre rôle et doit se créer aussi sa propre stratégie, qui doit être un mélange à la fois de défense de sa souveraineté et bien sûr d'augmentation de sa capacité d'autonomie en tant que puissance régionale et en même temps, pour utiliser une expression macronienne, être un pays qui soit capable d'être aussi un leader régional et d'être notamment en concurrence avec des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou l'Égypte qui cherchent aussi, d'un point de vue africain, à être des puissances régionales qu'elles sont déjà, mais aussi à augmenter leur capacité de production militaire. Donc le Maroc a vraiment un rôle très spécifique à jouer et à la fois régime politique, sa stabilité, mais aussi la vision stratégique qui a été portée par Sa Majesté le Roi depuis maintenant 25 ans et qui a été soulignée lors du Conseil des ministres où le décret a été signé par le souverain. On voit qu'il y a une volonté au plus haut sommet de l'État de mettre en place cette stratégie, d'avoir une forme de partition un peu singulière qui caractérise le Maroc de par son histoire, sa géographie et ses choix stratégiques. Et le Maroc a vraiment un rôle à jouer, mais ça va nécessiter, le professeur Slimi l'a très bien dit, il y a un cadre juridique qui a été toiletté. Il va falloir continuer à l'adapter, puisqu'on parle d'investissement et de projets sur très long terme, plusieurs décennies. Il faut 20 à 30 ans pour pouvoir avoir une industrie de défense véritablement opérationnelle. Il faut transférer des technologies, il faut former des gens pour avoir des emplois à haute valeur ajoutée. Il faut aussi avoir la capacité de mélanger à la fois des investissements étrangers et pourquoi pas aussi financer des startups nationales qui pourraient, dans des secteurs très pointus de nouvelles technologies, avec des Marocains du Maroc, mais aussi avec des Marocains du monde, les MRE, essayer de développer ce secteur-là et avoir une véritable industrie maroco-marocaine sur le très très long terme. Mais là, on en est encore loin. Donc, il va falloir commencer avec un certain nombre de partenariats, monter en gamme, monter en puissance et aussi démontrer un savoir-faire. Et c'est générateur d'emplois, c'est générateur aussi de puissance. Le Maroc a démontré depuis de nombreuses décennies sa capacité à développer une véritable stratégie de soft power. Là, on parle de hard power, comme disent les réalistes. Et cette stratégie de hard power, il va falloir, bien entendu, l'articuler autour de l'industrie de défense pour augmenter la visibilité et les capacités militaires des phares. Est-ce que justement, est-ce que vous partagez l'avis du colonel Saoud sur par quoi on devrait commencer compte tenu de la demande mondiale? Et là, en l'occurrence, l'exemple qu'il a évoqué, c'est celui des munitions. Et peut-être d'abord commencer par cela. Sachant que le Maroc a aussi une expérience de plus de 50 ans dans ce secteur, quand vous parlez de cartouches, de cartoucherie, c'est ça? La terminologie militaire. Mais est-ce que vous partagez, est-ce que vous êtes de cet avis, Mohamed Badiliati? Oui. En fait, je pense qu'on peut plus permettre aujourd'hui en 2024 de choisir. Je pense que le Maroc, du fait de sa position géographique et de ses choix stratégiques et de la diversité de ses partenaires, peut essayer de jouer sur un certain nombre de tableaux à la fois, notamment les munitions, comme l'a très bien souligné le colonel Saoud, puisqu'il y a une expertise et un savoir-faire qui existe déjà. Et je pense que, par exemple, au niveau de l'aéronautique, le Maroc a acquis, l'aéronautique civile, le Maroc a acquis une certaine expérience, un certain savoir-faire. Pourquoi pas aller sur de l'aéronautique, mais plutôt dans le secteur militaire, pour essayer de pousser son avantage d'un point de vue continental africain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une zone de libre-échange africaine est en train de se mettre en place lentement mais sûrement, et que le Maroc aura un rôle à jouer. Et puis on voit par exemple qu'un pays comme le Nigeria, lui, a essayé de développer l'industrie des chars.
Donc, pourquoi pas voir comment le Maroc pourrait lui faire concurrence. Je pense que du fait du caractère stratégique et du fait que ce soit chapeauté directement par le souverain et qu'il y ait une ambition très très forte, pourquoi pas pousser plusieurs secteurs à la fois afin de créer un maximum d'emplois possibles et aussi développer cette partie-là de l'économie marocaine qui pourrait contribuer quelque part, peut-être dans 5, 10, 15 ans, une part significative du produit intérieur brut. Moustapha Sahimi. Pardon? Je disais, il faut être ambitieux. Il faut être absolument ambitieux. On a quand même tous les ingrédients pour réussir cette ambition. Si on prend, encore une fois, je pense que les réussites des expériences automobiles et aéronautiques donnent déjà une longueur d'avance pour bien appréhender ce secteur des industries, parce que l'industrie aéronautique est une industrie de pointe aussi, qui est codifiée, qui doit répondre à des normes internationales intransigeantes. Comment peut-on capitaliser sur l'industrie civile pour développer et pour que ce soit un bon socle pour l'industrie militaire et de défense? Moustapha Sahimi. Vous avez parlé d'ambition, c'est une ambition dictée par la nécessité. Le Maroc est engagé dans une politique de consolidation, de développement de son industrie de défense parce qu'il y a un certain nombre de contraintes objectives qui sont là. C'est le contexte, c'est la conjoncture géopolitique régionale. Oui. Ah, tout de même, il faut en parler. Nous sommes face à un pays voisin hostile depuis 1975. Là, nous parlions, c'est pour ça qu'on a commencé l'émission avec les enjeux économiques, c'est Sahimi. Non, mais d'abord, c'est un enjeu militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix pour le Maroc que de se doter des moyens d'une politique de défense à la hauteur des enjeux et des menaces. On ne le dira jamais assez. Le Maroc aurait aimé, évidemment, consacrer les sommes importantes du budget 12 militaire, milliards de dollars dans le budget de 2024. Mais nous n'avons pas le choix parce que le pays voisin est dans une politique de militarisation à outrance avec des menaces qui sont réelles, des manœuvres le long de la frontière partagée jusqu'à Tindouf, etc. Et donc c'est extrêmement important que le Maroc s'engage dans cette politique. Maintenant, pour ce qui est de votre question, oui, c'est important que nous ayons déjà des plateformes industrielles qui sont le commencement du développement d'une industrie de la défense. Spécialisée. Oui, ce n'est pas des chaînes de montage. Ce sont des plateformes extrêmement importantes dans les sociétés automobiles et dans les sociétés aéronautiques. Surtout. Aéronautique surtout. Et ce qui est fait dans le domaine aéronautique en 10-15 ans est extrêmement important. Ce sont des plateformes industrielles. Et donc, ce sont des installations et des infrastructures. Ça permet d'équiper les bases militaires. Et je vous signale qu'il y a 2 bases militaires. Entre autres, il y a la base de Beslimet et de Bengrir. Et à partir des plateformes industrielles, il y a une politique d'accompagnement et de fabrication d'un certain nombre de composants des avions militaires et des drones. Maintenant, autre Donc, question. les plateformes industrielles civiles, pour qu'on peut, si je peux résumer, peuvent servir de sous-traitants peut-être pour les plateformes industrielles militaires. Elles servent, c'est parce que vous avez... Dans l'avenir, quand elles seront créées... Elles existent, elles fonctionnent. Oui. Ces plateformes industrielles auxquelles je fais référence, que vous avez évoquées, notamment les sociétés automobiles aéronautiques, sont le tapis de départ, le socle qui permet à notre industrie de défense de se développer. Pour créer les plateformes industrielles militaires et de défense. C'est ça, qui vont être créées. Je faisais allusion à celle-ci. On a parlé d'écosystème et c'est à bon droit. Je voudrais relever une autre observation pour la politique de défense du Maroc. Sans être un grand spécialiste, j'observe ceci. C'est-à-dire que le Maroc a tenu compte des mutations des politiques de défense qu'il y a dans le monde. Et qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît qu'il y a maintenant une priorisation des drones, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et donc c'est extrêmement... Et sur ce plan-là, le Maroc s'est engagé dans une politique à marche forcée de production de drones. Enfin, il faut parler des forces armées royales.
comme quelques mots tout de même. Vous savez, c'est l'une des meilleures armées du continent, avec l'Égypte et peut-être un autre pays. C'est reconnu internationalement. La puissance militaire du Maroc est classée 60e sur 145 pays. Nous avons des effectifs importants. Nous avons des effectifs, ce ne sont pas des chiffres officiels, mais il faut le dire, 250 avions, de 83 avions, de 64 hélicoptères, etc. Nous avons 121 navires, nous avons 3400 chars et 3500 engins blindés. Nous avons évidemment aussi une base militaire qui a été installée récemment d'ailleurs, une base militaire à Sidi Yahya el-Gharb, pour la localisation des matériels militaires nouveaux. Donc, vous voyez qu'il y a les bases traditionnelles qui sont historiques, mais il y a une nouvelle base qui est d'ailleurs à côté de Rabat, vous le savez, c'est extrêmement important. Donc, il y a une innovation, une adaptation aux contraintes de la situation actuelle. Enfin, le budget, évidemment, nous n'avons pas le choix que d'augmenter le budget. Il était en 2023 de 120 milliards de dirhams. 2024, il a augmenté de 5 milliards de dirhams, 125. C'est une augmentation de 5 milliards de dirhams. Et je note que c'est un budget qui est voté à l'unanimité par la Chambre des représentants, la Chambre des comptes. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est une armée, il faut le dire au moins une fois, c'est une armée populaire. L'origine des soldats, c'est les populaires. C'est une armée citoyenne qui participe à la vie économique et sociale du pays, les inondations, les situations de crise, les aides humanitaires, c'est connu, etc. Les opérations, bien sûr, inondations. Et c'est une armée patriote. C'est une armée patriote. Enfin, toutes les armées sont censées être patriotes. Est-ce que vous pensez que des armées de certains pays voisins et autres, etc., ce sont des juntes militaires, affairistes. Quelle est la différence, Mustafa Sahimi? La différence, c'est pour la pauvre civile que je suis. La différence entre une armée patriote et une armée qui ne l'est pas, c'est une armée qui prend en charge le destin d'une communauté nationale. C'est ça, et donc qui veille donc à la sécurité des citoyens. Est-ce que les armées où il y a des jeunes de généraux sont des armées patriotiques? Non, ce ne sont pas patriotes parce que ce sont des armées qui sont dans le secteur économique. Vous savez, en Algérie, la représentation des généraux dans l'économie de l'Algérie, c'est 20%. Formel ou non, réel et formel, c'est 20%. C'est la même chose dans d'autres pays, vous le savez, en Libye, ailleurs, etc. C'est connu. Et donc, c'est extrêmement important. Et puis, c'est un facteur de cohésion sociale. Tous les sondages qui sont faits de temps en temps chez nous, etc., montrent que le corps constitué qui a la meilleure réputation, c'est celui des forces armées royales, 92%. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de jeunes, en témoignent même pour les services militaires. Évidemment, voilà, les demandes dépassent largement le nombre de places qu'il y a aujourd'hui. Alors, juste une petite question. Quand on parle de ce budget de 124 milliards de dirhams au titre de la loi de finances 2024, est-ce que les dépenses pour l'industrialisation font partie de ce budget? Il y a une bonne partie. Il y a une bonne partie qui est réservée. Dépenses matérielles, dépenses personnelles et charges. Non, je parle d'une bonne partie dans ce qui est les projets des industries de défense. Voilà. Est-ce qu'elles sont dans ces 124 milliards? Ils sont comprises dans le budget. Et c'est assez important parce qu'il y a tout un arrangement logistique, il y a du foncier, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, il y a une bonne partie réservée justement dans le budget des Forces armées royales à ce projet. Je voudrais revenir sur ce qu'est la plateforme. Et si Mustafa, on a parlé, les plateformes, on cherche de l'agilité. On peut se transformer de manière facile quand on est agile. Et c'est le rôle de ces plateformes industrielles qui sont... Quand vous dites agile, ça veut dire qu'on peut fabriquer du blindé, comme on peut fabriquer des munitions, comme on peut aussi fabriquer des pièces de rechange. Oui, mais c'est ça. Et s'adapter selon la demande. S'adapter à une conjoncture nationale, régionale et à une situation
de crise. Et un besoin. Et un besoin spécifique. Oui, d'où les drones d'ailleurs. La fin justifie les moyens. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la conjoncture pousse aussi à réfléchir à des moyens très compétitifs de fabrication et à des coûts très compétitifs quand on voit un peu ce qui se fabrique ailleurs et qui commence vraiment à concurrencer les grands comme les États-Unis. Donc, quand on voit l'Inde, la Chine, les coûts sont nettement inférieurs aux coûts de fabrication ailleurs. Oui, est-ce que le Maroc peut aussi se positionner là-dessus? Sa position géostratégique est déjà un atout important. Son ouverture vers l'Afrique ajoute encore. C'est pour cela que vous avez vu tout cet engouement de partenariat, Hongrie, Brésil, États-Unis, et j'en oublie. Ce n'est pas. C'est parce qu'il y a un win-win dans ces partenariats avec le Maroc, compte tenu de sa situation géographique et compte tenu de sa projection dans sa profondeur stratégique africaine. Et ça, c'est quand même un atout qui permet la réduction des coûts. Être compétitif à la longue, peut-être d'abord chercher l'autonomie et après on verra. Encore une fois, c'est un projet de long terme. Qu'est-ce que vous appelez long terme? Au moins une trentaine d'années. La Turquie a fait 30 ans au moins pour arriver à ce qu'il est. Il ne faut pas qu'on se dise c'est des chantiers pharaoniques énormes qui nécessitent beaucoup au-delà des finances, qui nécessitent beaucoup d'organisation logistique, beaucoup d'études, il faut aussi choisir les entreprises marocaines qui peuvent contribuer à ce projet-là et chercher aussi les partenaires étrangers. Et là, j'ouvre une parenthèse concernant les ressources humaines. Il est temps pour nous qu'on explore nos étudiants dans les grandes écoles. Parlez d'où? Pour venir ici. Ah, à l'étranger. À ceux qui sont à l'étranger, et Dieu sait que les grandes puissances sont à la recherche, et ils ont déjà des candidats dans les grandes écoles. Alors vous faites bien de le dire, parce que je me permets de vous interrompre. C'est une enquête qui conforte ce que vous dites. C'est une enquête du Financial Times sur les projets d'embauche des 20 grandes et moyennes entreprises américaines et européennes de défense et d'aérospatiale qui révèle qu'elles envisagent de recruter, tenez-vous bien, des dizaines de milliers de personnes cette année. On parle de 2024. La demande en matière grise, la demande justement en main, tout simplement, en petites mains aussi, est accrue et elle accompagne la croissance du marché aussi. On a besoin, il faut explorer les espaces universitaires où nous avons des... Vous vous rendez compte, nous avons une cinquantaine d'étudiants à Polytechnique, la plus grande communauté à Polytechnique à Paris. Donc, c'est ça, c'est les étudiants excellents qui cadrent évidemment avec le besoin de l'industrie de défense du Maroc, et on a beaucoup. Il faut désapprécier. Il ne faut pas qu'on arrive comme au Covid et on découvre des talents qu'on n'a pas connus avant. Et c'est dommage. Mohamed Badiliati, oui, justement sur cette question, quels sont ces profils? Quels sont ces profils nécessaires aux industries de défense? Des profils très variés. On a besoin, bien évidemment, d'ingénieurs spécialisés sur les questions d'armement. On a besoin aussi de personnes qui soient des véritables experts de l'économie de la défense. Des gens qui soient formés à comprendre les enjeux économiques, comment créer un écosystème déjà en termes de production d'armement et en termes d'écosystème pour pouvoir créer tous les mécanismes de vente et d'acquisition de ces armes, et aussi la capacité des gens qui soient capables de comprendre les enjeux stratégiques qu'il y a derrière. Puisque quand vous voulez produire, mais aussi quand vous voulez acheter et quand vous voulez établir un certain nombre de partenariats, il faut savoir avec qui établir les partenariats et pourquoi faire. Par exemple, les Turcs ont très bien compris ça. Et il y a un véritable partenariat public-privé. Des pays comme la Turquie ou même comme les Émirats ou le Brésil sont des pays qui, il y a 30 ou 40 ans, étaient complètement absents
dans le monde de l'industrie de l'armement. Et aujourd'hui, ce sont des pays qui, chacun de leur côté, avec leurs différentes stratégies, ont compris comment, en fait, l'État devait être l'acteur central, mais devait aussi combiner avec le secteur privé différentes tâches et travailler dans la complémentarité. Donc, ça veut dire que les profils doivent être diversifiés, aussi bien des profils techniques que des profils économiques et business, et des profils avec des gens qui ont une vision stratégique et une vision, on peut dire, géopolitique et géoéconomique des différents enjeux. Et je coïncide, je suis tout à fait d'accord avec le colonel Saoud, avec le nombre de polytechniciens marocains qui sortent chaque année, plus le nombre de Marocains qui étudient dans de grandes écoles ou qui étudient dans des écoles, dans des business schools de par le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de profils qui seraient intéressants d'aller débaucher pour aider le royaume à... Après, il faut les bons arguments. Hein. Il faut mettre justement les moyens. Un cadre attractif. C'est cela. Mais qu'appelle-t-on cadre attractif finalement? Des conditions de travail. Des conditions de travail. D'épanouissement, un système de rémunération. Eh oui. 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 Je pense que Mohamed Badili Yatioui avait quelque chose à rajouter là-dessus. Donc, cadre de travail. Je suis d'accord avec le professeur Simi, c'est la question des conditions de travail, la question salariale, la question fiscale, la question aussi de la possibilité, de la capacité à quelque part évoluer, passer d'un poste à un autre et d'avoir une vision de carrière, si vous voulez, sur le long terme. Et aussi des gens avec, comment bien évidemment, si vous voulez attirer ces gens-là, il faut avoir des gens qui soient des personnes multilingues avec un niveau, un background académique très fort. Et le professeur Simi a tout à fait raison. Il y a une question financière et une question du cadre de vie et de la qualité de vie et de travail qui doit être au centre en fait de la réflexion pour que le Maroc puisse finalement bénéficier de tous ces Marocains qui, de par le monde, aident quelque part indirectement d'autres pays à faire ce que le Maroc doit faire pour les 20, 30, 40 prochaines années. Exact. L'Observatoire des Marocains du monde va jouer d'ailleurs un rôle central là-dessus. Si vous permettez, sur ce point-là, je vous rappelle l'ordre du jour du 14 mai dernier, adressé par Sa Majesté le Roi pour sa mère royale. Oui. Et dans cet ordre du jour, il est dit un certain nombre de choses, dont la création d'un centre royal de défense, centre royal supérieur de défense. Et il est prévu précisément dans le cadre de ce complexe. C'est-à-dire que nous sommes en train d'avancer. Ce n'est plus la fragmentation établissement par établissement, par ville, etc. C'est-à-dire que dans le cadre de cette politique de promotion d'une industrie de la défense, on a pensé aussi à créer un cadre pédagogique de formation. Et l'un des axes retenus dans le cadre de ce centre-là, c'est précisément donc l'attractivité et il faut qu'il y ait des chercheurs de tête. Absolument. Des chercheurs de tête avec des modalités particulières qui sont incitatives. Voilà, c'est des prérequis. Donc on a parlé. Voilà, ce sont des prérequis. Tout à fait. L'industrie de défense est devenue très moderne, très sophistiquée. C'est un secteur où il y a beaucoup d'innovation et qui change rapidement. Il ne faut pas qu'on soit dépassé. Et donc, nous avons besoin d'informaticiens, nous avons besoin de cadres, nous avons besoin d'intelligence artificielle qui structure maintenant la guerre. Et donc, c'est des profils pluridisciplinaires, compétents, et nous en avons, à condition de leur faire, de créer les conditions favorables, comme disent les collègues, et évidemment, on fait appel aussi à leur patriotisme. Le Maroc est dans un chantier pharaonique important. Il y a à faire une complémentarité des compétences et une synergie et une mutualisation des moyens. C'est le gage de la réussite de ce chantier important et prometteur. En un mot aussi, ça aussi c'est un projet de société. Pour terminer, Mostafa Srimi, oui. Je finis. Ça aussi, c'est un projet de société. Le nouveau modèle de développement, c'est bien, etc. Mais dans ce modèle de développement, il y a une déclinaison pour ce qui est de la priorité à donner à une industrie nationale de la défense. Absolument. Un dernier mot, Mohamed Badili Yatioui. De nombreux pays sont en train de faire ce que le professeur Srimi a mentionné. Sa Majesté le Roi en a parlé le 14 mai dernier, et c'est une initiative très ambitieuse de créer un pôle universitaire
sur les questions de défense et les questions stratégiques. Les Émirats arabes unis sont en train de le faire avec la Zayed Military University qui va ouvrir en 2026. Et les Saoudiens ont annoncé la semaine dernière la création d'une NDU, National Defense University, sur le modèle américain, qui va regrouper l'ensemble de leurs institutions militaires et d'institutions de défense. Je pense que le Maroc doit continuer comme label la diversification des partenariats. Il ne faut pas qu'on soit à la merci d'un monopole quelconque. Et je pense que cette politique est porteuse de succès dans ce projet spécifique qui fera du Maroc une grande puissance régionale et qui se fera entendre en plus du soft power que cela puisse générer. Exact. Et puis, il faut peut-être aussi rappeler cette diversification dans la doctrine même diplomatique du Maroc qui se base sur cette diversification des partenariats parce que ce qui compte, in fine, c'est l'intérêt. Merci beaucoup, l'intérêt du pays, bien naturellement. Merci beaucoup, Colonel Saoud, toujours un plaisir. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Merci à vous également, Mohamed Badiliatioui. Merci d'avoir apporté vos éclairages et votre grain de sel à cette émission. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.